Dans Extra Naturel, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Terra Cultura. Terra Cultura, le magazine en ligne associatif indépendant dédié à la nature, aux traditions et à l'environnement. La semaine dernière, nous parlions tradition, puisque nous parlions de mariage traditionnel balinais. Il y a 3 semaines de cela, c'est-à-dire il y a 3 épisodes, nous parlions de la Rafflesia, la plus grosse fleur du monde, peut-être aussi la plus puante. Euh, et cette semaine, nous allons parler une fois de plus de nature, de biodiversité, avec une fleur des forêts tropicales, l'orchidée sauvage, et un beau reportage avec des belles photos que nous rapporte Damien Lafont, rédacteur en chef de Terra Cultura. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, Damien, je voudrais d'abord savoir dans quelles circonstances vous avez fait ce reportage et vous nous avez rapporté ces photos. Où est-ce que c'était? Alors ça, c'est des photos qui viennent essentiellement de Bali que j'ai utilisées pour l'illustration de ce reportage sur les orchidées sauvages. Il y avait d'autres photos qu'on aurait pu mettre aussi en avant, de ces photos qui viennent de forêt pour montrer dans quel milieu elles évoluent. Et on a choisi plutôt d'aller sur on appelle ça des close-up, parce que ce qui intéresse beaucoup les amateurs d'orchidées, c'est la forme de cette fleur, mais aussi les couleurs et ce qu'elles peuvent représenter. Donc moi, j'ai choisi des photos un peu plus proches, disons, pour qu'on puisse voir un peu plus de détails. Mais voilà, c'est des photos qui viennent d'Asie du Sud-Est et plus précisément de Bali ou Indonésie en général. Voilà. Donc, vous nous avez fait un article assez complet sur les orchidées. On voit, on sait, enfin, pour ceux qui connaissent un petit peu cette fleur, qu'elle a des spécificités très spéciales. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des orchidées que vous connaissez, que vous avez rencontrées, ou peut-être de leur méthode de reproduction en général? Moi, en général, quand j'ai eu la chance de voir des orchidées sauvages, c'est vraiment au milieu naturel, dans des forêts, des parcs nationaux protégés, soit au sol ou soit directement sur un arbre. C'est pas considéré comme parasite, mais c'est vrai que nous, on a tendance à dire que c'est difficile d'entretenir une orchidée à la maison. Mais quand elle est dans son milieu naturel et qu'elle est dans le milieu qui lui convient, euh, elle pousse et elle vit longtemps. Donc moi, j'ai eu régulièrement la chance de les voir sur l'île de Bornéo, par exemple, ou des parcs nationaux sur Java. Et puis après, bon, bah forcément, dans les détours des petites rues, quand on se balade à Bali, on voit aussi beaucoup de gens qui entretiennent ces plantes-là qui ont une signification. Et pour l'article, on s'est concentré, on va dire, sur un tour du monde, entre guillemets un tour du monde, mais un tour des continents, parce que l'orchidée est présente dans tous les continents du monde, quasiment. Et notre but, c'était voilà, de traverser un petit peu la planète pour aller à la rencontre des diverses espèces. Alors, c'est Alors une pour fleur. mon article, moi, c'est vraiment à chaque fois la même espèce. C'est celle qui est peut-être pas, je sais pas la plus connue, mais celle qu'on retrouve le plus facilement et qui est celle qui se propage le plus aisément, on va dire. Oui, alors c'est une fleur qu'on a l'habitude d'offrir un petit peu en toute occasion. Quand on, on est invité à un repas, on apporte une belle L'orchidée. orchidée. Et, bon, alors chez nos fleuristes en Occident, on voit quoi? On voit une dizaine, vingtaine de variétés. Mais vous me disiez que, il en existait mais des quantités phénoménales finalement. Voilà, on va dire que dans l'espace naturel, il y a des dizaines de milliers d'orchidées sauvages. On dénombre environ 30 000 espèces du côté sauvage, mais on a su la reproduire aussi nous-mêmes et puis faire des fleurs hybrides. Donc on peut compter, je crois, plus de 100 000 espèces hybrides qui ont été fabriquées par l'homme pour que ce soit plus facile aussi pour entretenir chez nous, voilà, pour nos intérieurs. Et puis, je pense aussi pour que ce soit des espèces plus, entre guillemets, résilientes en intérieur, puisque normalement, ça vit essentiellement euh, à Ah, dans les forêts l'extérieur. tropicales, ouais. Exactement, ouais. Hein, Sous la ça a pluie et sous les ça a besoin arbres. de beaucoup d'humidité. Ouais. Les racines sont pratiquement peu enterrées, elles sont à l'air Parce libre. que visibles, ouais, elles sont à l'air libre. Et puis, on les retrouve pour celles qui sont en milieu tropical dans des espaces où il fait 85% d'humidité, il pleut régulièrement, c'est sous la canopée. Il y a ce côté humide avec peu de lumière qui vont traverser les arbres. Donc, c'est pas forcément un milieu, on va dire,
privilégié dans le sens où nous, on ferait pousser nos fleurs sur le balcon avec un peu de lumière et ça suffirait. Là, ça peut être des conditions un peu particulières et difficiles et c'est comme ça qu'elle vit en réalité. Donc c'est presque une plante rustique. Très, oui, c'est ce qui est fou, c'est que oui, c'est une plante qui, qui vit dans la difficulté et que nous, on a du mal parfois à entretenir quand on l'offre bah, à quelqu'un pour son intérieur, quoi. Bon, ben moi j'ai essayé, c'est un vrai échec à chaque fois. Pourtant, Il faut la main verte. j'aimerais revoir ces belles fleurs qu'on m'offre et ben, je sais pas les cultiver. J'y arrive pas. Voilà, Là, je suis pas assez humide chez moi, je sais pas. Je c'est voudrais qu'on compliqué parle quand de, même. je voudrais qu'on parle de parce que bon, vous disiez l'homme a inventé quelques espèces hybrides, vous disiez, pour favoriser justement le fait qu'on puisse les garder à la maison. Euh, mais attendez, hop, voilà, Bah, je pense qu'il y a le fait de les garder à la maison et il y a aussi le fait de vouloir constituer d'autres coloris de fleurs. Comme on disait tout à l'heure, c'est des fleurs qui ont des couleurs incroyables, qui ont aussi comment, des formes particulières et c'est ce qui fait aussi l'attrait de cette plante. Les spécialistes et les amoureux d'orchidées vont rechercher aussi bah, les différentes variétés pour cette couleur qui peut être parfois intense, quoi. C'est vraiment même flashy pour certaines des fleurs, hein. alors, c'est un atout. Alors, nous, on les cultive, on sait le faire, mais on les bouture. Mais dans le monde sauvage, ces fleurs ont une vraie spécificité. Alors, euh, vous me disiez un peu off, c'est-à-dire avant qu'on fasse cet entretien, que cette fleur était intelligente. Euh, alors, elle est intelligente, certes, mais je trouve que c'est aussi une faiblesse de sa part. C'est-à-dire qu'elle a un mode de reproduction qui est quand même très particulier. C'est assez particulier, oui, parce qu'en général, la pollinisation, elle se fait via un autre animal, un insecte, une abeille par exemple, des araignées, etc. Donc le système de reproduction des fleurs en général, ça va se faire par ce biais. Ce qui est intéressant avec cette fleur, c'est qu'elle peut le faire aussi elle-même. Alors on va parler plutôt des orchidées qui sont à terre et qui vont avoir un mode de reproduction qui vont pouvoir polliniser pardon, d'autres fleurs. Et donc, ça a créé sur le long terme une coévolution alors, qui peut être compétitive, ça va être avec une proie prédateur, donc ils vont vivre ensemble pendant longtemps, ou alors mutualiste, ça pourrait représenter le besoin d'avoir un insecte spécifique pour l'aider à vivre. Alors, dans le monde marin, on parle souvent du petit poisson clown et de son anémone qui vivent tous les deux. Alors, un qui amène la protection et puis l'autre qui va amener le fait de pouvoir nettoyer l'anémone, etc. Donc, ils ont besoin de cette symbiose. Et c'est ce qu'on retrouve avec cette orchidée. C'est pour ça que moi, je la considère comme une fleur, c'est bizarre de dire ça, oui, mais une fleur intelligente. Voilà. Voilà, alors moi je dis oui, peut-être intelligente, mais peut-être aussi sa faiblesse, parce que si l'insecte disparaît, elle disparaît. Exactement. Eh oui. Donc, c'est d'où l'importance des insectes dans le milieu naturel. Pour beaucoup de plantes, on sait maintenant que si on perd nos abeilles, on perd aussi nos fleurs et nos plantes. Donc, euh, ça se tient à rien, quoi. C'est quelque chose, un écosystème qui est fragile et faut en prendre soin parce que on pourrait voir partir des espèces d'orchidées ou des espèces de plantes très particulières en fonction d'un milieu. Ouais. Oui, donc pour protéger les orchidées, il faut protéger les insectes. Exactement. Voilà. Et l'environnement autour des insectes, hein, c'est-à-dire, c'est pas dans les villes qu'on va trouver, on voit de moins en moins d'insectes en ville, donc forcément de moins en moins de fleurs. Et nous, on a tendance, nous les humains, à replanter les fleurs pour la décoration, mais on voit bien qu'on les plante par saison. Donc c'est très joli, mais bon, voilà. Il y a d'autres villes qui vont faire du fauchage tardif, par exemple, pour laisser les insectes se reproduire et vivre, et puis donner une chance euh, bah, À de la flore pouvoir. de s'épanouir autour après. Exactement, ouais, ouais, ouais. Voilà, donc quand je dis que l'orchidée a besoin d'une espèce, c'est vraiment très très précis parce que c'est pas les abeilles, c'est une abeille en particulier qui va venir polliniser une variété d'orchidées, de même qu'elle peut faire appel à des fourmis, enfin une Ouais. fourmi Et c'est ce précisément, côté ou une araignée mutualiste. très précise. Voilà.
C'est vraiment comme l'anémone et son poisson clown. C'est pas un autre poisson, c'est celui-là et ils vivent ensemble et ils évoluent ensemble au fil du temps, quoi. Voilà, c'est ça, Et c'est- l'image est parfaite. Et vous, vous parlez de coévolution, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'un insecte pollinisateur précis pour pouvoir évoluer, se développer. Euh, Vous parliez aussi dans cet article qu'on peut lire en ligne sur le site Terra Cultura, des cultures qui ont pris comme symbole ou qui utilisent en tous les cas l'orchidée en Asie. ouais. C'est prégnant chez eux. C'est vrai, ouais. Si vous vous baladez en Asie du Sud-Est et que vous regardez un petit peu les tableaux ou ce qui se fait dans l'art, c'est des fleurs qu'on retrouve souvent en peinture, en poésie aussi. Elles ont été souvent écrites par rapport à la beauté et la représentation. Alors ça peut être plusieurs types de représentations, mais en général, c'est quand même quelque chose qui symbolise la beauté, la grâce. La pureté, quelque chose de presque parfait, quoi. Donc, on retrouve en général dans l'art ouais, asiatique. Moi, je le vois régulièrement, c'est vrai. Oui, Ouais. on peut voir dans les estampes japonaises Beaucoup, souvent ouais, ouais. des décorations d'orchidées qui sont inspirantes dans cette culture. Alors, on en parle à chaque fois, c'est regrettable, mais voilà, c'est l'espèce humaine qui est comme ça, c'est que euh, l'orchidée, malgré sa multiplicité, peut être en danger. C'est-à-dire qu'on la trouve à l'état sauvage et elle est convoitée par des réseaux. J'ai appris que, euh, en vous parlant, qu'il y avait du trafic d'orchidées. Et ouais, mais malheureusement, on en est là dès qu'il y a eu quelque chose qui attire l'œil, qui est spécifique, qui devient rare, on veut se l'approprier, ça entraîne un trafic illégal qui est assez inquiétant parce que on a tendance à vouloir s'approprier quelque chose de rare plutôt que de le protéger, de le laisser se disperser dans la nature. Donc on voit ouais, des commerces illégaux souvent en Asie, hein, faut pas se mentir. Moi, pour anecdote, quand j'étais sur Bornéo la dernière fois à l'aéroport, des gens qui se sont fait attraper, ils vérifient quand même les sacs. Il est formellement interdit de ramener quoi que ce soit du milieu naturel pour le propager dans un autre milieu. Et puis, il y a des gens qui vont faire des expéditions en forêt, des petites explorations. Euh, la dernière fois, donc, c'était des étudiants qui étaient très jeunes, hein, et je crois qu'ils avaient 18 20 ans parce que c'est lucratif aussi. Donc on les envoie pour faire ça. Donc ils vont partir en forêt, ils vont chercher une espèce de fleur ou d'orchidée ou autre, en fait, peu importe. Ça peut être aussi des animaux, des serpents par exemple, et ils vont les ramener et ils les ramènent après alors, sur la péninsule, là c'était pour la Malaisie, mais ça peut après aller jusqu'en Chine, etc., quoi. Pour le bonheur, on va dire, des collectionneurs ou ou je- oui, enfin voilà, c'est un tourisme aussi un peu particulier, quoi. Malheureusement, on en vient presque tous les épisodes à se dire que dès qu'il y a un attrait naturel spécifique, on a un commerce touristique et autres qui est lié à la beauté, quoi, de la nature. Je sais Alors pas si on peut le pourtant, prendre comme quelque chose de positif. On va dire que finalement, les gens aiment la nature, hein, je crois, hein, mais ils l'exploitent. Euh, ils la veulent chez eux. c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Mais est-ce que à Bornéo, donc d'où nous vient ce reportage que vous avez fait, on vend chez les fleuristes, on vend des orchidées ou pas? Alors on les voit, on les vend, mais c'est pour enfin, la production, la consommation entre guillemets locale, quoi. C'est-à-dire que vous le laissez chez vous, on ne peut pas l'amener chez soi. C'est interdit. Si c'est fait, il y a des amendes qui sont lourdes, très lourdes même, et c'est pas possible, quoi. Pour ça qu'il y a eu cette reproduction, on va dire, hybride chez les botanistes et les fleuristes. On va dire français ou européens ou partout dans le monde, c'est pour reproduire à la quasi-identique ce qu'on pourrait retrouver dans la nature, tout en protégeant, on va dire, l'espèce naturelle, quoi. Ouais, Mais alors oui, on peut le ça nous trouver. Oui. suffit pas. Il faut vraiment l'original, quoi. Il faut l'original, ben oui, oui, C'est ça le bah, trafic. c'est un peu comme la peinture, on va dire que ceux qui se tentent à aller voler des œuvres d'art pour avoir l'original auront aussi la valeur de l'original. Il y a un prix, il y a des cotes. Donc, ouais, c'est ça, ouais. Alors il y a une orchidée dont on mange les fruits. Oui, Et c'est la vanille. alors, c'est la vanille et celle-ci,
on peut se dire que nous sommes les pollinisateurs, puisque nous, humains, on va eh ben, faire la culture de cette orchidée spéciale qui offre un fruit comestible. C'est le seul fruit de toutes les orchidées qui est comestible, qui vient de l'Amérique centrale à la base, puis qu'on retrouve finalement dans plein d'autres endroits, comme en Asie du Sud-Est, même à Madagascar ou en Polynésie, Tahiti, etc. Et elle a pris de la valeur puisque ça peut avoir des coûts assez importants par kilo, quoi. Donc c'est quand même quelque chose qui est difficile à mettre en place. Mais on s'en sert bah ouais, dans la cuisine. Et puis c'est un goût quand même que je pense que tout le monde aime la vanille, hein. C'est Ah oui, le bah parfum de la vanille. ça peut changer toute la consistance d'un plat. Enfin, Ah pas ouais, ouais. forcément la consistance, mais la saveur en tous les cas. Et c'est assez spécifique parce que euh, on aime la vanille, on la cultive en grande quantité, on essaye en tous les cas, mais il manque ce pollinisateur qui est une abeille très spécifique, hein, quand on disait que cette plante est sélective, mais sauf que cette abeille, bah, elle n'est pas partout et elle a du mal à rentrer dans les cultures de cette orchidée, parce qu'en plus, pour la protéger, on la protège souvent du soleil. Vous disiez tout à l'heure que l'orchidée poussait plutôt à l'ombre. Elle a besoin d'un milieu tropical, mais de l'ombre aussi. Et on met des filets sur les champs de vanille, ce qui empêche aussi l'abeille de Ouais, passer. c'est très Euh, et, spécifique, ouais. et on est obligé de la féconder à la main. Alors À la main, ouais. j'ai appris une chose, c'est que euh, en général, il y a une petite manipulation qui se fait avec une tige que l'on manipule. Alors, il faut aller chercher dans la fleur, la retourner pour que le pollen se retrouve sur les étamines. Et ben, la gousse de vanille n'est pas féconde, en fait. Elle ne contient pas de graines. Si on fait ça, il faut qu'elle aille dans la fleur d'à côté de sa voisine, Ce sera fait une fois, ce qu'on ouais. ne fait pas beaucoup, en fait, hein. Voilà. Bon, ça, c'est pour l'anecdote, mais Mais il pour faut faire un savoir. parallèle avec ça, avec la vanille, on aurait, on pourrait dire, le même principe avec un certain café qu'on retrouve aussi en Asie du Sud-Est, qui s'appelle le kopi luwak, le café de civette. Vous avez l'animal dans la nature qui va manger les graines de café, qui va ensuite bah, les extraire naturellement. On va récupérer les graines et ensuite se vendra dans la nature, enfin, avec la récolte de ce qui a été récupéré dans la nature, un café qui est considéré comme le plus cher du monde. Donc on a ce café-là. Ensuite, on a le même, disons le même café, mais qui est fait sous culture avec l'encadrement de l'humain, qui est un peu moins cher. Et puis après, vous avez comment dire, le mix de bon et mauvais café, etc. Et on en est là aussi avec la vanille. La vanille sauvage a un prix, la vanille cultivée par l'homme a un prix, et puis etc. Après, les extraits d'essence de vanille, en fait, on a tout utilisé, quoi. Mais en milieu naturel, ouais, la vanille sauvage, quelque chose de très compliqué à obtenir, quoi. Voilà, donc ça, c'est pour la partie de l'article que vous nous proposez cette semaine, comme chaque lundi. Alors, nous sommes mardi aujourd'hui, parce que hier, c'était le 11 novembre et jour férié, mais vous avez quand même publié votre article le lundi. Donc, à voir, ces jolies photos et des renseignements très utiles sur l'orchidée. Puis, j'ai vu qu'à la fin de l'article, pour se documenter un petit peu plus, il y a encore des liens à suivre pour pouvoir se renseigner et en apprendre plus sur l'orchidée. Je voulais aussi, pour terminer, qu'on parle de votre cagnotte, parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises lors de cette émission. Vous aviez cherché à lever des fonds, vous avez mis en place une cagnotte pour aider votre association à se mettre en place, et puis aussi d'autres associations que vous côtoyez sur le terrain, vous en tant que photographe en particulier, mais peut-être aussi dans votre quotidien, vous nous en parliez la dernière fois. Qu'est-ce que ça a donné? Vous cherchiez à lever 1500 euros, alors 1500 c'est pas euros. énorme, mais bon, il faut quand Non, même aller les chercher. on n'était pas gourmand. On n'est pas gourmand, voilà. Et oui, il faut quand même aller les chercher parce qu'il faut solliciter les gens. On a l'impression aussi d'embêter à chaque fois, mais c'est vrai que c'est entre guillemets pour la bonne cause.
Euh, donc, l'argent, il va servir, il a déjà servi pour certaines personnes, pour acheter aussi du matériel très spécifique qui va manquer pour améliorer la qualité des reportages. Il y a une partie de ces fonds qui vont être distribués. Là, on est en train de proposer des nouveaux articles bientôt avec la collaboration d'autres photographes. Et comme nous, on n'a pas les images et qu'ils sont dans des zones spécifiques, eh ben, ça nous évite déjà de nous déplacer, ce qui a un coût. Et ce qui est mieux aussi, c'est de faire appel aux gens qui sont sur place. Donc, on va pouvoir rétribuer ces photographes contre leurs photos et puis proposer des nouveaux articles. Et puis, de l'autre côté, on a un fonds qui va servir à l'élaboration de projets solidaires pour aider voilà, les communautés locales lors de nos voyages ou de notre petites expéditions quand on fait du reportage sur le terrain. Donc, on a déjà prévu plusieurs petits circuits et on va voir si on viendra sur le moment à de l'aide d'urgence ou alors si on va venir en aide à des écoles sur du matériel scolaire, en sachant que moi, je m'étais engagé avec une communauté sur Bali qui avait des problèmes d'eau et des problèmes en fait de, voilà, de besoins de première nécessité, disons. Donc, je vais revenir vers eux au début de l'année 2025 et puis on va voir ce qu'on peut faire pour qu'ils puissent avoir un accès à de l'eau, quoi. C'est quand même le minimum quand on sait que tout autour de l'île de Bali, des grands resorts se construisent avec de très belles piscines Ah, à rebordement. Donc, la ouais, ressource en eau, hein. exactement. Vaste sujet. Donc, votre équipe s'étoffe de combien de nouveaux membres? Alors, il y a une nouvelle personne là qui devrait faire son apparition. Allez, deux, trois personnes là, on va dire. Il y a deux, trois personnes quasiment sûres, avec une personne qui est encore en Asie du Sud-Est, mais lui qui a voyagé aussi un petit peu dans le Nord. Donc, on devrait avoir des articles sur les loups, les ours, sur les gloutons, par exemple. On va pouvoir traiter aussi d'autres oiseaux. Donc, c'est des oiseaux quand même communs, mais c'est pas évident toujours d'avoir les photos de Martin Pêcheur avec la chasse, l'environnement et comment ça se fait. Donc, il y aura ça aussi. Et puis après, on cherche, et là, on a quand même pas mal de choses qui arrivent sur le milieu, on va dire, africain aussi, puisqu'on traite beaucoup l'Asie, beaucoup, on va dire, le milieu tropical, mais ce serait aussi bien de pouvoir se disperser un petit peu plus et retourner un peu en Europe. Donc oui, on va accueillir entre, allez, sur 2 3 jusqu'à 5 nouvelles personnes ponctuellement. Voilà, ça va être assez Très bien. Et intéressant. puis, alors, Et puis, vous m'aviez dit aussi qu'il y a des partenariats qui se mettent en place, qui ont l'air intéressants. oui, petit à petit, oui. Alors, bah, tiens, ça vaut le coup d'en parler parce qu'effectivement, on a un partenariat qui s'est fait récemment avec un groupe qui s'appelle Voyager Autrement. Alors, ce sont des agences de voyage qui sont dispersées dans 8 pays, essentiellement en Asie, mais aussi Tunisie et Madagascar. Et leur but, c'est de faire voyager les gens différemment avec pour but de découvrir des choses hors sentier battu et de manière éco-responsable. Donc, on va pouvoir développer avec eux des séries d'articles, des enregistrements aussi pour discuter d'anecdotes, de comment ils voient le voyage et comment entre guillemets, clients ressentent ce voyage avec l'interaction avec la culture, la nature et comment on peut voyager correctement, disons, quoi. Donc, il y a des partenariats comme ça qui se font et petit à petit, d'autres qui arrivent aussi. Voilà, vous pouvez les trouver sur la partie partenaire du site internet qu'on met à jour assez régulièrement. D'accord. Donc, ce reportage que vous venez de faire sur les orchidées peut effectivement leur servir. C'est ça, un petit Bien peu sûr, oui. l'interaction que vous allez mettre en place, c'est-à-dire Bah, c'est le montrer but, ouais. qu'il y a une faune sauvage qu'on peut voir, Ouais. mais qu'il faut protéger. Exactement, ouais, c'est exactement le but de tous les articles, hein, c'est d'essayer de montrer qu'il y a quelque chose. En général, il y a quand même un tourisme autour. Quand on va en Afrique et qu'on va voir des lions en milieu sauvage, on se doute bien qu'on n'y est pas allé à pied tout seul, qu'on doit faire partie d'un, entre guillemets, un petit safari ou de faire appel à un guide local ou autre. On a besoin de cette connexion pour aller en milieu, quoi. Alors, moi, dans mon activité perso, quand je vais en forêt, souvent, je suis seul, mais ça m'arrive régulièrement sur des petites explorations spécifiques, de devoir faire appel à un guide pour ma sécurité et puis aussi pour la sécurité du site, puisque sinon, alors, nous, on prend les précautions nécessaires, mais le but est de limiter les problèmes sur place, quoi, quand même. Voilà, d'avoir un spécialiste qui connaît le milieu. C'est important, ouais. Oui, alors voilà, on va s'arrêter ici, Damien, merci. Merci beaucoup.
Donc, je le rappelle, hein, l'article de la semaine, c'est sur les orchidées, et on sait qu'il y en a plus de 10 000 espèces grâce à vous, mais il y a de très beaux spécimens à voir. Sur votre site, est-ce que une petite idée de ce qui se passe la semaine prochaine sur Terra Cultura? Ouais, la semaine prochaine, on va parler d'un sujet sur lequel je traite depuis plusieurs années. J'ai récolté pas mal de photos, parce qu'à côté de chez moi, quand je suis dans le sud de la France, on a des flamants roses qui viennent, donc qui ont un milieu protégé dans une lagune du coin. Alors, c'est pas la Camargue, mais on a une communauté d'une centaine de flamants roses, donc on va s'intéresser aux flamants roses. Voilà, Voilà, c'est aussi un sujet on qui est en intéresse. pleine migration, là, c'est ça? Et puis, en plus de ça, ouais, c'est le moment là, ouais. Donc Oui. on pourra parler de tout ça, quoi. Bon, bah, très bien, impatient donc. Merci. À la semaine prochaine, Damien, merci beaucoup. Merci Frédéric. Bonne semaine, au revoir.